Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je suis en direct avec Gilles Lartigot pour vous faire une petite vidéo improvisée. Alors on va discuter un Mais peu. tu es sur ma chaîne, putain, mais tu es vraiment gonflé, toi. En fait, je t'invite et c'est toi qui m'accueille. Ah, ben ça, c'est original. Ça, Ouais, je le garde. alors, si vous ne connaissez pas Gilles Lartigot, il est beaucoup plus célèbre que moi. Tais-toi. Laisse-moi commencer. Après, C'est je te pour mes laisse la parole. followers, c'est pour mes followers. Maintenant, je te laisse. Ah, Vas-y. Fred Delavier. Alors, pour ceux qui connaissent pas Fred Delavier, je sais pas, vous connaissez pas Fred Delavier. Alors, tu as vendu quand même plus de 4 millions de Non, livres. 5, tu peux dire 5. On compte À plus. 5 maintenant, voilà. Alors, 5 millions. Tu es un auteur de renommée Bah, c'est ce mondiale. que je dis, je vends plus que Welbeck. Tais-toi, tais-toi. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Fred. Après, je te laisse la parole. Tu es un auteur de renommée mondiale. Tu as étudié la morphologie à l'école des Beaux-Arts à Paris, tout en suivant les cours de dissection à la faculté de médecine. Ce qui fait que tu es particulièrement prompt à nous parler de paléontologie humaine. Tu as fait aussi des recherches en anatomie comparée au musée d'histoire naturelle de Paris, et tu fais des dessins. Alors, je peux montrer les dessins que tu fais parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc, des dessins qu'on peut voir dans ton livre et on peut voir aussi sur toutes les planches d'anatomie des anciennes salles de gym. Moi, j'ai grandi avec les pages de Frédéric Delavier, bien que tu sois un petit peu plus jeune que moi. T'as quel âge? 53. Bah, à peine, j'ai 52. Et tu me dois le respect. Donc, laisse-moi parler. Ta connaissance de l'anatomie, du sport, parce que tu es très connu dans le milieu du sport, et de Ouais. la biomécanique, tu as ouvert en fait une carrière parallèle dans l'industrie comme concepteur de machines de musculation. Ouais, je bosse avec Larocque pour faire des machines de musculation. Maintenant, c'est le plus gros fabricant français de machines de musculation. Vraiment, c'est sympa, quoi. C'est des potes. On n'arrête pas Frédéric Delavier. Et en plus, tu t'imposes, là, depuis des années, sur les réseaux sociaux, où tu as une grosse chaîne de... Alors là, tu parles de philosophie, parce que oui, tu parles aussi de philosophie, et moi, je suis en train d'accueillir Frédéric Delavier, Je check, le philosophe. je fais du mélange. Je mélange philosophie, sport. Je Check fais pas trop de polémique. Delavier, philosophe. Bon, Je check, Les je Belges mélange ont tout. Van Damme. Les Belges ont Van Damme. Nous, en France, on a Frédéric Delavier. Voilà. Et tu as une chaîne qui frise là les 90 000 abonnés. Ouais. C'est pas mal. Et tu as écrit parmi tous les livres donc de musculation, d'anatomie. Moi, lorsqu'on me demande quelle est la meilleure méthode de musculation, tu sais, ce sont tes livres que je cite. Voilà. Qui pour moi, ce sont des bibles. Et ça aussi, tu nous as pondu une bible. Ah, ça, Alors, une bible. c'était la meilleure vente avant que je le retire du commerce parce que le gars avait tout volé. Mais c'était la meilleure vente de tous mes livres en France. Là, ça a explosé. On était Non, troisième sur Amazon. non, mais c'est un pavé. Hein. Mais toi, Ça pèse au t'avais moins fait 800 combien? grammes. Ça pèse au moins 800 grammes. Ça a plus de 500 pages. Ouais. Et là, en plus, comme il est bon, en rupture de stock, parce que tu as eu une petite galère avec ton ancien associé, peut-être qu'on en parlera ou pas. En tout cas, tu vas le rééditer, mais tu vas le rééditer en plus, beaucoup plus gros. Tu vas rajouter des pages en plus. Ouais, il y a 800 pages, des dessins en plus. Je suis en train de faire les dessins pour m'amuser. Donc 800, plus de 800 pages, les dessins. Puis alors là, c'est moi qui je gère du début à la fin, donc je m'amuse. Je gérais un peu avant, mais l'autre, c'était pas possible. Et donc je fais ce que j'ai envie au niveau de la maquette. J'ai mon équipe de maquettistes, donc j'ai Steve et Elena, salut. J'ai Boris qui bosse avec moi derrière aussi. Et j'ai des gars qui sont en train de se greffer dessus. Visiblement là j'ai un bon imprimeur où je fais ce que j'ai envie là dans ma ville. Et puis je vais visiblement m'associer pour l'édition à une autre boîte. Piero San Giorgio pourra t'en parler peut-être. Et donc Alors, tu es quelqu'un de très volubile. Ça va être compliqué pour moi d'en placer une. non, Donc, c'est parce je que vais je quand suis un même peu t'amener sur certains dans sujets. tous les domaines. Laisse-moi finir avec ça. Je suis content. Donc Mon ami, 800 tu sais pages, pourquoi 800 pages de plus. Attends, je voulais le dire pour les mecs qui ont mon livre. Comme on est en période de crise, actuellement mon livre, la nouvelle édition, donc brute, il n'y a pas les images, mais c'est tous les textes, 800 pages, on vous la donne gratuitement. On vous l'offre pour passer votre confinement, votre quarantaine. Donc vous allez regarder mes vidéos, j'en ai fait une, hein, ou sur mon Facebook, j'ai donné le lien internet pour pouvoir télécharger gratos le livre.
ça vous permettra de comprendre le monde, de l'apprécier et de le supporter dans l'adversité. Parce que quand tout va bien, en général, on n'a pas besoin de faire de la philosophie. Hein. Tu sais, c'était les... Je vous conseille de le lire sur l'écran parce que sinon vous allez vous ruiner en impression, d'accord? Vous allez casser votre imprimante. Je suis très fier que tu aies fait ce livre. Tu sais pourquoi, Fred? Parce que je pense avoir été aussi parmi ceux qui t'auraient, je dirais, conseillé de t'émanciper des éditeurs. Ouais. Reprendre ça, de le faire en autoprod. Je t'ai donné un coup de main lorsque tu Au fais début. pour Amazon. Pour Amazon, c'est toi avec mon ancien collègue qui lui a expliqué tout ce qu'on faisait. Et sans rien attendre en retour, tu as même passé, je crois, des heures avec lui. Donc c'était vraiment... Gilles était un type formidable avec ta femme. Hein. Et vraiment... Oui. Elle qui était responsable de notre distribution pour Amazon pour voilà, le livre, mais c'est surtout le fait que tu t'émancipes, parce que tu nous parles beaucoup, et on va en parler d'émancipation, comment on peut s'émanciper aujourd'hui, et toi tu t'es émancipé de l'édition, donc ça c'est ton œuvre, et aujourd'hui tu vas reprendre les rênes pour le produire toi-même et l'éditer toi-même. J'avais déjà repris les rênes avant, si tu veux, puisque c'était moi qui l'éditais avec le collègue, simplement le collègue est parti avec la caisse. Donc j'ai repris, j'ai dégagé le livre de la boîte que j'avais créée direct, parce que il y avait une centaine de milliers d'euros qui avaient disparu, je pense, en voiture de luxe. Donc c'est un peu ridicule, plutôt que... Bon, bah, les gens sont comme ça, c'est les one-shot, comme tu m'avais dit, bah, c'est des one-shot. On en rencontre plein, tu les connais, c'est des pauvres types. C'est plutôt triste pour eux, parce qu'ils avaient le moyen de faire quelque chose d'intéressant pour glorifier la vie et glorifier le monde. Et puis ils ont préféré tout dépenser pour briser leur image, briser leur honneur, et acheter... une Porsche Cayenne et ensuite racheter derrière une Land Rover, des trucs débiles, quoi, tu vois. Et quand on vit dans un monde fait de matérialisme, ça change. C'est en train de changer. Avec le Covid-19, on voit que tout ça, c'est quelque chose qui a, si tu veux, les intérêts, l'argent, la matière, ce qui est le plus important, c'est les êtres humains et la relation à l'autre et l'amour qu'on donne, hein. Et c'est pour ça que je t'aime, Fred, parce que tu es quelqu'un déjà de très compétent dans ton métier, en fait. Dans l'anatomie, dans la musculation, tu as un gros parcours. Tu es quelqu'un, on peut pas dire que tu sois humble, c'est peut-être pas le mot, mais tu n'es pas quelqu'un de vénal, en fait. Et ça, je pense que ceux qui te suivent le savent. Donc tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu es indépendant. Voilà. Polémique. Donc c'est pour ça, en fait, que pour toutes ces raisons, je suis très très heureux de t'accueillir pour la première fois sur ma chaîne. Ça faisait un moment qu'on voulait parler ensemble. Tu m'as fait le plaisir et l'honneur de pouvoir bénéficier de ta présence lors de mon show conférence I2 à Bordeaux. Il était bien. Et bien sûr qu'il était bien. Il était sympa. Une super show conférence. C'était rock'n'roll. Rock'n'roll, moi je connaissais pas. J'ai trouvé que c'était sympa. Tu m'entends? Tu as étonné, mais tu as vu que les messages, notamment les messages au niveau du survivalisme, étaient très très importants pour moi, parce que nous savions, toi et moi, que la situation forcément allait un jour ou l'autre dégénérer. Le monde est fait que de crise et de rétablissement. Le monde avance par des équilibres rectifiés. Donc il faut toujours se préparer pour l'orage, en sachant qu'après l'orage vient toujours le beau temps. C'est des cycles, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce confinement aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que tu es confiné? Parce que tu vis en Hongrie, j'ai oublié de le préciser. Donc, tu vis en Hongrie. Dis-nous un petit peu comment ça se passe là-bas. En Hongrie, ça se passe relativement bien parce que le Hongrois, c'est un peuple de survivalistes, si tu veux. C'est un peuple qui a d'abord un territoire qui est extrêmement riche. C'est-à-dire que c'est un bassin très chaud, où il pleut pas beaucoup, avec des montagnes autour et des rivières autour et de l'eau plein le territoire, donc tout pousse. Donc du coup t'as pas d'herbe beaucoup, donc t'as pas beaucoup de bœufs, sauf des bœufs à l'époque pour tirer les charrues, donc on pouvait pas faire de bonne viande, hein. Excuse-moi, mais c'est parce que les gens mangent en fonction du terrain. Donc c'était des bœufs pour faire le travail, donc c'était vieux bœufs, des vieux croissance lente parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'herbe, mais très gros, très massifs, et on ne peut en faire que du goulash, donc pas beaucoup, et on peut le mettre que dans du saucisson des fois pour agrémenter le goût, ou dans du goulash, et dans des ragoûts
où on tue toutes les bactéries. Mais par contre, on avait vraiment du maïs, du blé, des oies, des canards, des poissons, puisque c'est des rivières lentes. C'est un pays de cocagne, mais qui ne peut pas se défendre contre les invasions. Donc ils ont subi tout le monde. Ils ont subi les Turcs, ils ont subi les Autrichiens, même s'ils arrivent, le Hongrois arrive tout le temps à s'entendre plus ou moins avec les mecs qui l'envahissent, mais il reste hongrois par derrière, c'est-à-dire qu'il a une vie confinée dans son coin, il laisse les autres à l'extérieur. Et ils ont subi les Allemands, et après ils ont subi les Russes, tu vois, avec les Soviétiques, avec les communistes. Donc, est-ce qu'ils subissent le coronavirus? Est-ce que tu sens qu'il y a une pression comme en France? Parce que quand tu suis bien sûr beaucoup les... Oui, mais il n'y a pas de directive. Le Hongrois est quelqu'un qui, d'abord, c'est plus petit, tout le monde se connaît, ils ont un sentiment d'appartenance à un groupe, c'est un côté très oriental, avant de l'individu lui-même, ils ne sont pas individualistes, hein. C'est le village qui compte avant les autres, hein. J'appartiens à Gyula, oui, Gyula c'est ma ville, hein. Ouais. Donc, tous les mecs de Gyula qui sont passés me voir, Fred, on a des saucissons, t'inquiète pas, en cas de truc. Mon pote qui est aux urgences, il m'a appelé hier, c'est un jeune avec qui je vais souvent à Budapest. Il dit, ouais, pour le moment, on n'a pas de cas ici, fais attention à toi, tout ça, on se verra après. Il m'a envoyé ses photos masquées et tout. Ils ont tout préparé, si tu veux, ils vont avoir des morts, comme tout le monde. Ouais. Mais ils ont déjà tous pris leur distance sans avoir d'ordre. Ils ont tous fermé les restos, ils ont mis des distances, ils sont très très... ils font tout le temps très attention à l'hygiène, les Hongrois. Ils sont connus pour les bains, se laver, ils ont fermé tous les bains directs. Et puis c'est un peuple qui est habitué à une économie parallèle, donc qui est habitué à l'échange. Donc un choc comme le Covid-19, c'est-à-dire un choc qui peut impacter des économies classiques, eux, ils vivent sur une économie parallèle, c'est-à-dire une économie sans argent basée sur l'échange derrière la véritable économie, puisque c'est des gens qui touchent globalement que 500 € par mois et qui vivent sur les subsides, les aides européennes que les Allemands leur donnent en vérité pour continuer à produire pas cher. Et en échange, ils récupèrent tout cet argent pour distribuer, si tu veux, en construction et en choses palpables, les avantages de travailler pas cher pour quand même vivre dans un beau milieu avec une belle place, des piscines, des clubs de sport pour les enfants, des garderies gratos, tout ça. Donc ils compensent le manque d'argent par un échange de bons procédés. Ça, c'est la Hongrie. Donc, c'est ce que tu es allé chercher en Hongrie. Tu es allé t'installer dans ce pays pour cette raison-là. Oh non, mais pourquoi tu choisis la Hongrie? On choisit jamais les choses parce que on les choisit toujours par hasard. J'ai rencontré une copine hongroise quand j'étais jeune, qui était plutôt de Transylvanie, une sicule, Székely. Donc c'était les Hongrois de Transylvanie, donc de Roumanie, à l'époque minorité opprimée, mais maintenant ça va. Hein. Ouais. Et je suis allé en Transylvanie, puis sur la route, je me suis arrêté à Gyula, où j'essayais d'importer des machines de sport. Tiens, il y a un fabricant qui est là-bas, et j'ai sympathisé avec le fabricant, on a acheté une maison, c'est qui est devenu un ami. J'ai connu tous les jeunes qui étaient là, qui maintenant sont des vieux comme moi, mais vieux, ça va, je suis un vieux en forme quand même. Et si tu veux, ça fait 25 ans, pas 26, 27, ouais, pas loin de 25 ans que je suis à Gyula. Et c'est par hasard. Ma copine est partie avec un autre homme. Moi, je suis resté. Elle est partie. Et moi, je suis resté en Hongrie avec mes amis. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas eu d'autres femmes après. Voilà. Essayez pas des. Tu vois, c'est la vie. Quelle est ta vision, Fred? Tu as fait pas mal de vidéos donc sur ta chaîne concernant le Covid-19. Quelles sont pour toi, quelle est ta réflexion par rapport à ce qui se passe, et notamment comme tout le monde, je peux mourir, tu peux mourir. Nos chances sont faibles, mais un peu plus élevées qu'un gamin de 16 ans ou un jeune homme de 30 ans. Mais bon, on a beaucoup plus de chances de survivre qu'une vieille femme de 70 ans, puisque je crois que c'est 93% des gens qui meurent du Covid-19, je crois, sont des gens qui ont plus de 65 ans, quelque chose comme ça. Tu vois, donc, et 75% sont des gens qui ont plus de 70 ans, 75 ans, je ne me souviens plus. C'est quand même, on voit que c'est quand même quelque chose qui touche les anciens, les faibles. Mais c'est un virus qui se déplace extrêmement rapidement, mais il a cette particularité, je trouve, d'être... Alors c'est horrible, moi je préfère voir la bouteille à moitié pleine
qu'à moitié vide, parce que Ouais. on n'a que les mecs qui crient au loup, mais ils ont raison, c'est dans la nature humaine. Il faut mieux prévoir que subir. Ouais. Et l'avantage, il faut voir la bouteille, c'est que ça a vraiment nous a permis de relativiser sur la valeur de l'échange et sur la valeur des bénéfices. C'est-à-dire le monde n'est pas fait que pour les bénéfices, il n'est pas fait que pour courir après la consommation et l'argent. Et il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, et puis là on le voit, c'est la relation à l'autre, c'est ce que tu apportes au groupe par toi-même, tu vois, ce que tu peux donner, le plaisir de donner, le plaisir de donner sans recevoir. Alors moi je vais prendre tout ça, oui, avec cette crise, j'ai le mec qui me regarde, t'inquiète pas, si Dieu me prête des santé, je vais m'en sortir. Parce que moi les crises, j'en ai vécu toute ma vie, je sais ce que c'est, tu vois, j'ai jamais été un assisté, je suis comme je suis, mais je vais m'en sortir. Mais je vois dans le Covid-19 une façon de changer le monde, c'est-à-dire de prendre conscience déjà que on vivait d'une façon complètement délirante, tu vois. Je parle pas de la modernité, je parle pas des réseaux Oui. sociaux, je parle pas d'avoir une Notre grosse voiture, vie, je parle pas d'avoir un bateau. Non, je parle de cette consommation délirante, c'est-à-dire que moi je dis tout le temps, voir des Chinois qui traversent en avion, qui polluent, c'est utile l'avion, je suis pour, hein. Je suis pour l'essence, je suis pour tout ce que tu veux. Mais traverser le monde entier en avion qui pollue pour s'acheter aux Champs-Élysées, donc en France, en grappe de Chinois du Nord, des sacs Louis Vuitton, Made in Romania, c'est du délire. Tu comprends? C'est accélérer l'entropie pour rien, c'est détruire de l'énergie pour rien. Pour montrer que tu as un sac Louis Vuitton, c'est stupide. De la même façon qu'un type qui a un boulot de merde, une vie de merde, et vie d'esclave si tu veux, et qui va en Thaïlande pour aller bouffer des salades thaï devant un coucher de soleil, et au passage enculer des gamines pas encore majeures, je trouve que c'est honteux, tu comprends? Et c'est ça qu'il faut arrêter. Tu vois, tous ces voyages, cette économie basée sur le tourisme. On ne dit pas que le tourisme n'est pas bon, voir des choses c'est bien. Mais là, c'est de la folie. Tu vois, les voyages devraient être faits pour les études. Tu vois, ça nous remet en place. Les études, la famille, le commerce. C'est-à-dire échanger des choses importantes pour pouvoir évoluer et faire progresser nos sociétés en échange, tu vois. Mais pas pour jouir. La jouissance, on a mis la jouissance avant tout. Alors que c'est pas la jouissance qui compte. C'est immédiat, hein, c'est ce plaisir immédiat aussi dont je parle dans le livre. Ce plaisir, donc cette jouissance immédiate aujourd'hui, en fait, remplit un vide. Et ça, tu en parles pas mal oui. dans l'éveil des consciences. Et l'éveil des consciences, c'est sous-titré ou comment devenir un homme libre. J'aimerais que tu donnes une certaine explication dans le post-face. C'est quoi pour toi un homme libre? Eh ben, un homme libre, oh, il y a plusieurs définitions, mais un homme libre, c'est un homme qui s'est affranchi de la hiérarchie des hommes. C'est-à-dire que il n'écoute que Dieu. Alors Dieu, non, il écoute que sa conscience. C'est-à-dire lui-même, il sait au fond de lui ce qui est bien et ce qui est le mal. Le bien, c'est ce qui éloigne, le bien c'est ce qui rapproche de la vie, qui permet à la vie de continuer, de s'épanouir, et le mal, c'est ce qui éloigne de la vie, c'est ce qui apporte la mort et la destruction. Tu vois, donc. Et ça, chacun de nous. On le ressent au fond de nous, puisqu'on est tous émanation divine, nous sommes conscience divine, incarnée dans l'illusion de l'homme, si tu veux. Et un homme libre, c'est un homme qui n'est plus qui n'obéit plus à la hiérarchie des hommes, mais qui obéit à sa conscience. Donc il refusera de faire un travail de merde avilissant pour pouvoir vivre ou manger. C'est un sacrifice aussi, tu vois. Il ne travaillera que pour faire quelque chose d'utile au groupe, donc à lui-même, puisque le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc il faut qu'il ait une conscience avant tout globale, c'est-à-dire une conscience du groupe. Et à ce moment-là, il refusera, par sa conscience divine qui est en lui, de faire des choses qu'il trouve contre nature, c'est-à-dire contre le groupe et en fin de compte contre lui-même. Tu vois, ça ne veut pas dire ne penser qu'aux autres, c'est-à-dire penser aux autres, car c'est les autres qui te font survivre. Tu vois, et refuser tout travail avilissant qui ne sert à rien pour le groupe.
travailler pour de l'argent, mais pas n'importe quel travail. Et puis quand tu as ton avenir plus ou moins assuré, à ce moment-là, tu peux, comme un sage, te consacrer au groupe, tu vois. Comment ça se fait, Fred, d'après ton analyse, je suis sûr que tu en as une, on vit aujourd'hui à l'inverse de ce que tu décris. Bah oui et non, il y a des gens qui sont corrects, on voit poindre par là, par-ci, par-là. Je parle de l'ensemble du fonctionnement de la planète, l'ensemble du fonctionnement, on va appeler ça la masse des personnes. Est-ce que toi, il y a eu un point qui a été un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un marqueur dans l'histoire? Pour moi, est-ce que c'est l'évolution industrielle? Est-ce que c'est le capitalisme? Est-ce que... Ah non, mais l'homme a tout le temps été... l'homme n'a pas réellement changé. Il avait besoin de mettre Dieu, il avait besoin de... Ce qui est réel, je veux dire, c'est des notions réelles, ça a tout le temps été la même chose. Mais actuellement, on voit qu'on est en phase... On était en déséquilibre, tout le monde le sentait. Cette course vers la consommation, c'était ridicule. Alors que nous avons par ailleurs des choses formidables qui arrivent. Nous avons un réseau d'interconnexion entre les individus généré par les réseaux sociaux qui permet aux gens de communiquer et à l'information bonne et malheureusement mauvaise de circuler. Mais on a les deux maintenant. Donc on peut avoir des avancées beaucoup plus rapides. Par exemple, un problème comme le Covid-19 va être réglé beaucoup plus vite grâce aux réseaux sociaux que si ce problème avait eu lieu il y a 50 ans, où on n'aurait même pas été au courant qu'il y ait ce Covid-19, on se serait retrouvé devant une effroyable hécatombe. Donc, d'un autre côté, il y aurait eu moins de chances qu'il arrive, puisque les voyages entre la Chine et l'Europe étaient bien moindres. Tu vois, on avait que quelques Chinois qui venaient par-ci par-là, c'était une attraction locale. Tiens, un Chinois, il n'est pas comme nous, tu vois. Mais on peut dire que si un virus de ce type était arrivé il y a encore 50 ans, bah on était bien dans la merde, tu vois. Donc on peut voir que ce système de confinement, qui n'est pas mauvais en soi, tu vois, qui a prouvé une chose formidable, c'est qu'on pouvait arrêter une économie que tout le monde disait inarrêtable, tu vois. C'est génial. Là, on l'arrête de façon brutale. Brutale. Est-ce que tu as observé, ça là aussi dans l'histoire, une rupture comme ça de la normalité, où on s'arrête de travailler, où on est confiné à la maison? Tu regardes les guerres, c'est souvent comme ça. Hein. Je regardais un truc sur Dunkerque, ils ont subi tout le monde les bombardements, les mecs étaient confinés à la maison. Ils étaient en train de faire leur pote. Et je regardais l'émission, les mecs, c'était des papis, ils disaient, oh, c'était les ch'tis avec l'accent ch'ti. On avait un petit bout de jardin et tous les gens, entre les bombardements, ils entretenaient leur petit bout de jardin pour optimiser la source calorique avec des poules, des lapins et des légumes et des tomates. Alors, tu parles beaucoup de calories en fait. C'est l'énergie pour tenir. Est-ce que tu peux me le résumer, ce concept de la calorie? De toute façon, tu ne vis qu'en absorbant de l'énergie. Donc, si tu n'en as pas, tu meurs, tu vois. Et tu ne peux vivre qu'en utilisant cette énergie pour aller vers les autres, pour échanger des choses fondamentales à ta survie, tu vois. Donc, et ta survie génétique. Donc quand tu vas vers une femme, tu lui offres des fleurs et tu lui offres un manteau de fourrure et tu la traînes dans les restos. Alors, on la traînait avant, maintenant ça va être beaucoup plus problématique hein, avec le Covid-19. C'était pour lui montrer que tu avais de la calorie, donc tu dépensais ta calorie pour lui refiler de la calorie pour qu'elle-même dépense sa calorie pour ensuite, par ton union, transmettre tes gènes dans le temps et l'espace. Tu vois, donc c'est tout le temps des sacrifices. La calorie, c'est la calorie. L'énergie, c'est l'énergie. Le monde est énergie. Tu vois. The world is energy. Is energy. Et ça, le monde, c'est de l'énergie. L'esprit est énergie. L'énergie est esprit. Et oui. Ça me fait sourire quand tu cites le bouquet de fleurs, le manteau de fourrure. On dirait un gars des années 60 qui parle. En fait. C'est un peu comme ça, les filles. Je sais pas, quand j'étais avec des Russes, c'était ça. Hein. C'est ça. Et quand t'es avec une Allemande, les manteaux de fourrure, elle aime pas. Ils aiment pas le luxe ostentatoire. Mais elle dépense quand même, t'inquiète pas. Faut lui acheter un déshumidificateur bio machin. Faut lui acheter un trampoline. Faut lui acheter un lit en carton bio fabriqué dans le Tyrol parce que c'est germanique, même si le Tyrol c'est autrichien. Elles ont quand même des... Si vous voulez draguer dans le monde, offrez-lui un trampoline. Merci pour...
Offrez-lui des randonnées dans des montagnes, dans les montagnes du Bayern, tiens, dans les. Est-ce que tu aimes l'Allemagne? Qu'est-ce que c'est l'affiche qui est derrière toi? C'est l'affiche des Jeux Olympiques de 1936, je crois, 36, je me souviens plus des dates. 36. Tu sais, ces Jeux Olympiques Et c'est en Allemagne? en Allemagne, ouais. Est-ce que tu aimes ce pays? Pour quelle raison? Ah, mon fils est allemand, alors moi j'aime tous les pays du monde, j'aime l'Afrique, j'aime l'Allemagne. Mais bon, il se trouve que la mère de mon fils ressemble un peu à ça, tu vois, c'est une Allemande, une grande Allemande. Et je lui dis tout le temps, tu vois, là c'est moi, c'est un bras, alors ça l'énerve, regarde, j'en ai marre, parce qu'elle est féministe. Tu es en train de me dire, ah, si nous avons un enfant ensemble, une fille, j'aimerais bien l'appeler Xenia, ça fait féministe. J'étais horrible, féministe, j'ai une féministe, affreux, putain, affreux, affreux. Et t'as eu un garçon en fait. Moi j'ai eu un garçon, tu vois. Ouais. Il aime bien les armes, elle voulait pas d'armes, elle était verte, mais lui, ben, ça a raté, il aime que les armes. Les armes, là, Ouais. il me montrait, il est confiné à Berlin, donc il me montrait ça, lui il risque rien. Il me montrait ses armures qui s'étaient fait en carton, ses armes qui se fabriquaient en carton, il m'expliquait toutes les armes qui se fabriquaient, puis après il marchait au pas devant moi. Je dis, bon, il y a une petite génétique derrière. C'est pas moi qui l'aurais. Et c'est quoi la différence entre les enfants allemands et les enfants français? Est-ce que tu observes les différences? Ah oui, 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 les enfants allemands sont très bagarreurs à l'école. Il y a une, en France un peu moins. En France, par exemple, je sais pas si tu as vécu en France, il y avait le premier de la classe à lunettes. Tu n'avais pas de lunettes à l'époque parce que tu vois pas de près, c'est ça. Comme moi, c'est l'âge. Ah, je suis opéré de la myopie. Ah voilà, Voilà, bah donc, tu voyais, alors tu avais des lunettes à l'école. c'est ça, oui, oui, j'ai des lunettes. Voilà. Ouais. Voilà. Il a Alors en 12 ans. général, tu avais le premier de la classe à l'école qui, quand il était embêté, il allait voir la maîtresse en disant maîtresse, il m'a tapé. Tu te souviens pas? La délation était quelque chose de très classique à l'école. On apprenait en Allemagne, le gars qui va, le petit qui va faire une délation quand il se fait taper à l'école, c'est le mumu. C'est-à-dire c'est un pauvre type. Donc la maîtresse va le prendre pour un pauvre mec. Et en général, ils se battent. C'est normal de se péter la gueule à l'école. Tu vois, Ok. les Allemands, c'est une espèce d'éducation particulière. Les Anglais l'ont aussi. Tu sais, l'éducation anglaise. Ça vient de l'éducation, tu penses? Quoi? Ça vient de l'éducation, ce côté un peu bagarreur, un petit peu viril? Ça vient de la mentalité allemande. Et après, c'est très cadré après dans la zone travail, mais dans la course, ça se tape. Et c'est vrai que les Allemands sont extrêmement violents. J'en parlais avec mon pote Mehdi, là, qui me disait putain, j'ai vu des grands Allemands se battre hier. C'est pas les Français. Mehdi, il était dans un quartier chaud un peu à Paris. Donc, ils se battaient aussi. Et il me dit putain, c'est étonnant parce que c'est des mecs avec des looks je sais pas, d'ingénieur. Et d'un seul coup, ils voient le mec décoller une mandale qui assomme l'autre. C'est quoi? Mais je dis oui, mais t'as qu'à aller voir pendant la guerre de 39-45. C'était des mecs en beau costume et puis ils t'exécutaient tout le monde sans problème. Il y a une mentalité allemande qui n'est pas la mentalité française, même si le français est capable de vilainie, de délation, de marché noir, de dénonciation. Il est moins apte à de la violence comme ça, il a un côté plus affectif, même si il est un peu pourri par endroits. Tu vois, il a ce côté-là, un côté un peu plus émotionnel, qui va faire que quand il va peut-être moins frapper quelqu'un, tu vois. Plus compassionnel, ça veut pas dire qu'il est Ouais. gentil. Hein. Dans les dénonciations, c'est par jalousie en France, c'est terrible. Alors Ouais. qu'en Allemagne, la compassion n'existe pratiquement pas. Ok, ok. Elle Écoute, existe. on va changer carrément de sujet parce que je voudrais aborder plusieurs C'est globalité, après on trouve de tout, l'Allemagne du Nord, l'Allemagne du Ouais. Sud, il y a des variations. Hein. Ouais. Donc, je voudrais en fait parler d'un petit peu de musculation avec toi. Alors, j'ai revêtu, tu sais, je suis un fan de t-shirt, j'ai revêtu un t-shirt d'un graphiste avec qui je travaille qui s'appelle Jerry Beck, qui est il fait que des personnages bon, qui sont vraiment. Il travaille aussi pour la bande dessinée des super-héros, je te présenterai. Et donc, je sais que toi, bon, tu as la passion du dessin, mais tu as aussi la passion je dirais, de la musculation, de la culture physique. Je voulais savoir comment tu t'es arrivé dans ce milieu-là. À la base, j'ai pas vraiment une passion pour le bodybuilding. Hein. Moi, j'aime bien m'entraîner. Moi, je fais de la musculation pour essayer d'être fort, essayer d'être en forme. J'ai tout le temps fait de la musculation dans un optique. Alors, être pas mal pour essayer de brancher les filles, parce que j'étais relativement timide. Donc, je me suis dit, écoute, quand j'étais jeune, n'ayant pas d'argent, étant timide, je vais essayer de jouer sur le physique. Ce qui m'a aidé quand même, tu vois. Mais la muscu, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est fait pour optimiser des performances liées à la survie. C'est-à-dire,
être capable d'envoyer une pêche à un mec dans la rue quand t'as un problème. Alors que je suis pas du tout bagarreur. Mais être capable de courir assez longtemps. En dessous, maintenant, mon genou est réparé 100%, donc ça va. Tu vois, c'est gênant quand t'as un genou qui part en couille. Être capable de fuir quand t'as pas la possibilité d'affronter. Tu vois, ah là, non, logique, qu'est-ce que tu veux? Ou affronter et fuir, c'est la meilleure des solutions. Ça désarçonne l'adversaire. Tu frappes très fort et tu pars en courant. Je peux te dire qu'en général, les gars, ils ont jamais vu ça. Et donc, j'ai tout le temps travaillé la musculation dans des buts de survie. Tu vois, monter un mur, faire de la muscu pour nager mieux. On est d'accord mieux, là-dessus, monter c'est pour ça mieux, que je t'ai parlé de monter culture mieux une pente. physique, je t'ai pas parlé de bodybuilding, Voilà. je t'ai parlé vraiment de culture physique, et tu es un maître quand même en technique d'entraînement, puisque tu as écrit des méthodes d'entraînement de culture physique, voilà, sans forcément devenir un bodybuilder. Donc Ouais. tu as lié ta passion de l'anatomie, du corps, à ces mouvements. Voilà, la biomécanique, c'était mon truc. J'aime bien la biomécanique, moi, j'aime bien les techniques d'entraînement, les programmations, pas les programmations, mais l'entraînement lui-même, les enchaînements m'intéressent moins parce qu'ils varient selon les gens, mais la technique de réalisation m'intéresse plus, tu vois, comment progresser dans ce domaine, comment bien réaliser un mouvement pour éviter de se blesser, parce qu'on est toujours confronté à la blessure, hein, tout le monde le sait, hein. Dès qu'on veut forcer, qu'on veut faire le kéké, on se blesse un jour. Ah, boum, ah merde, tu vois. Donc avec le temps et les grosses blessures, on apprend à limiter l'espace de temps entre deux blessures, tu vois. Quelles sont tes idoles dans le milieu justement de la culture physique? Je pense que tu es de l'époque d'Arnold Schwarzenegger aussi. J'ai jamais eu d'idole. Il y a des individus que j'aime bien du style Stallone. Stallone pour sa création, même sa philosophie, pour les films qu'il a fait, Rambo, le Rocky. Déjà Rocky est un chef-d'œuvre de philosophie, un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre sur la vie, le combat pour la vie, tu vois. C'est tenir, c'est un film sur tenir, pas gagner et tenir. Celui qui gagne, c'est celui qui gagne. Parmi les films qui sont pour moi des films très très motivants, qui font réfléchir, qui envoient vraiment du positif. Rocky en fait partie. Voilà, Rocky 1 est un chef-d'œuvre. Rambo est un chef-d'œuvre aussi. Rambo sur l'incompréhension du mec qui revient de la guerre, tu vois, qui est chassé alors qu'il a servi pour le monde. C'est vraiment un beau film. Donc Stallone est un réalisateur, c'est pas qu'un acteur, c'est quelqu'un qui est complet. Tu vois. Donc lui c'est un mec que j'aime bien. Arnold est rigolo, mais Arnold, ses conférences sont sympas. Après, il est très commerçant, il a un côté allemand, autrichien, tu sais. Je vends ma soupe un peu comme les Italiens, ils sont pas loin d'ailleurs. Ça, c'était donc tous les héros de cinéma avec Van Damme également. Et Van Damme surtout sur sa philosophie. Philosophie qu'on sent dans ses films, hein, bien que ce soit des films des séries B en général, mais qui laisse passer par endroits avec beaucoup, beaucoup d'humour. Les mecs le voient pas, mais on sait que c'est Van Damme qui l'a mis pour se marrer, parce que Van Damme a de l'humour, et en vérité, c'est assez profond. Tu vois, dans Mortal Kombat, non, c'est pas Mortal Kombat, c'est ça, je me souviens plus, où il y a un super méchant qui veut conquérir le monde. Il a un gros russe qui travaille pour lui, et le gros russe se bat à la fin, défend, tout est perdu, c'est un gros combattant, et il défend jusqu'au dernier moment l'espèce de cité un peu influencée par Germania d'Hitler. C'est un clin d'œil qui est en train de se faire attaquer par les forces coalisées du monde. Il est le dernier à combattre, un peu comme les nazis, tu vois. Et puis il voit l'ingénieur en chef qui s'occupe de tout planifier, qui part à toute vitesse avec les affaires. Il dit mais tu ne restes pas à combattre. Et le mec il dit ça va pas pour ce qu'on me paye, je vais pas rester là. Et le mec il dit mais t'étais payé? Et ben, il dit bah oui, si tout le monde est payé. Et le gros, il s'aperçoit qu'il était le seul à combattre pour l'idéologie. Et là, il s'effondre, il devient fou. Il arrête le combat. Il dit, on s'est foutu de ma gueule. Ça, c'est une blague à Van Damme. Tu vois, c'est dans le film, mais personne ne l'a vu. Il en a fait plein des comme ça. Dans Légionnaire, il en a fait, qui sont excellentes aussi. Les mecs, ils voient que l'histoire. Mais entre les lignes, t'as déjà de l'humour. Est-ce que tu peux ces valeurs dans le cinéma d'aujourd'hui? Souvent, quand je parle avec des plus jeunes, la jeune génération, les jeunes qui ont 20 ans, ils n'ont plus les référents qu'on avait nous. Et le seul bon film que j'ai vu, moi je vais pas au cinéma, mais vraiment le seul bon film qui sort du lot que j'ai vu, c'est comment il s'appelle, Le Joker, le dernier là.
C'est le seul que j'ai vu qui sort de l'eau parce que euh, euh, c'est une description de notre société en déliquescence. Ouais. Dire, tu sors du film, tu dis, mais c'est sordide. Tu sors du film, t'es dans la rue, j'étais à Odéon, j'étais là, mais il y avait des poubelles, il y avait des Uber africains qui étaient des esclaves, des bobos, des gens qui allaient au cinéma pour se donner l'impression qu'ils étaient des intellos, qui étaient des parasites, tu vois. Et j'étais là, je me disais, mais la séance n'est pas terminée. Ah Oui. non, Ouais. je suis encore dans le Joker. Ah non, c'est Odéon. Et là, c'est le seul film que j'ai vu depuis des années, et j'ai dit, mais putain, c'est un chef-d'œuvre. Et là, je te parlais de ces valeurs qui ont été véhiculées notamment dans les années 80. Je pense que c'est une décennie que tu apprécies également. Lorsqu'on a 20 ans, on peut que l'apprécier. Où il y avait justement ces athlètes qui étaient plutôt musclés, qui étaient des acteurs, et il y avait une certaine virilité. Est-ce que tu penses qu'on a perdu ça aujourd'hui avec les années? Bon, c'est peut-être plus la mode, après, c'est des cycles, hein. Est-ce que tu penses que c'est une mode, justement? Est-ce que ça ne fait pas faire partie des valeurs de l'homme telles que tu les entends? Parce que bon, tu fais quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes, avec chacun des spécificités au niveau du clan, au niveau de... Ouais, mais la virilité, elle n'est pas que dans le physique, hein. La virilité, elle est l'attitude. dans l'attitude plus que dans le physique. Le physique, c'est sympa, mais tu comprends, moi je dis tout le temps, un peu comme comme c'est mes copains hongrois qui étaient powerlifters et qui me disaient à l'époque, le bodybuilding était considéré comme une activité, comment dire, capitaliste. Ce qui est vrai, c'est que le bodybuilding, c'est sympa, construire un corps, mais manger 6 fois par jour, c'est accélérer l'entropie, c'est détruire des animaux, détruire de l'énergie pour devenir gros pour rien. Je veux dire, être fonctionnel, oui. Être comme ça, est-ce que ça a vraiment une valeur? À part bouffer, détruire, pour être comme ça. C'est un peu ridicule. Dire, on devrait chercher la voie du milieu. Je veux dire, bon, moi j'ai de la chance de ne pas être un gros mangeur et tu vois, j'ai quand même un bon volume sans manger beaucoup. Ça, c'est une Ah, chance. ne me lance pas sur ce chemin-là, parce que je sais que tu manges pas mal. Non, je mange peu en vérité. Non, non, je mange très Oui. peu. Ah non, 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 les gens croient que je mange beaucoup. Non, non, je mange peu. Je t'appelle, tu es en train de manger, c'est pour ça, donc peut-être que j'appelle pas aux bonnes heures, Moi, alors. j'ai mangé juste un plat de pâtes que je me suis fait là. Et comme j'allais parler pour avoir du sucre, et comme c'est le confinement, je me suis pris 2 carrés de Toblerone. Bon, Ok, du gros Toblerone. t'as vu un petit peu de soda aussi, juste avant. Non, mais c'est des 0 calories. Tu veux de la calorie dedans, il n'y a que il y a que de l'aspartame cancérigène. Ouais. Ah, c'est pas possible, ça je vais le cutter au montage, ça, c'est pas possible. Cancérigène. Dis-moi, restons un petit peu dans le sport, qu'est-ce que tu penses de tout cet engouement autour du fit game? Tu en as entendu parler du fit game, donc Non, mais c'est des trucs qui m'intéressent pas. Les mecs qui s'amusent qui arrêtent pas de se critiquer, c'est un truc de gonzesse, tu vois. Les femmes, c'est classique, hein, elles se critiquent entre elles pour, pour créer un- comment dire, une hiérarchie sociale, tu vois. C'est la moins critiquée en haut et puis la plus critiquée en bas. Tu vois, ah, elle est moche, ah, la vieille, elle a des rides. Tu vois, oh ma chérie, ça va, tu vas bien. Oh, pas belle sa robe. Le fit game, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'avoir des femmes, quoi, tu vois, qui sont en train de se... C'est pas misogyne, hein, puisque les hommes, eux, ils se critiquent pas parce qu'ils veulent pas se critiquer, parce qu'ils connaissent, ils savent ce que c'est qu'un poing dans la gueule. Donc, ils vont se faire des coups par derrière, mais en général, ils se critiquent pas de face. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, rassurez-vous les filles qui m'écoutez. Mais je trouve que ce fit game, c'est vraiment un truc, globalement, excuse-moi, ouais, c'est le c'est le Pepsi, ouais. gaz. Ah, c'est pas l'aspartame, c'est le gaz. C'est le Pepsi au gingembre, en Voilà, plus. ce fit pas game, sur c'est moi, en fait. c'est vraiment un truc d'efféminé. C'est pas méchant, mais ne pas, faire des vues en critiquant les autres. Qu'est-ce que je pense de machin? Alors je dis le mec, qu'est-ce que je pense de machin? Est-il naturel? Est-il si qu'est-ce Ça, que. ben, Je dis, mais écoute, on parle écoute, beaucoup, ça m'intéresse le pas, terme moi. stratégie, en fait, ça parle beaucoup d'anabolisants. Quelle est ta vision, quelle vision as-tu justement de l'utilisation des anabolisants qui, nous, à notre époque, oui, effectivement, il y en avait, mais très souvent, on était suivis par les médecins où c'était très dur à pouvoir avoir, de les avoir. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment rentré dans les mœurs et qu'un jeune, dès qu'il commence, il va utiliser des produits. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Ben, que si tu veux être gros, prends des anabolisants. Plus t'en prends, plus tu seras gros. Et quand tu vas arrêter, tu vas tout perdre. En plus, tu vas avoir des petites couilles et ça va avoir du mal à repartir.
Donc, et en plus, à la longue, si t'en fais longtemps, ben, ça repartira même plus et tu auras la bite molle. Donc, c'est un choix. En général, les mecs qui commencent, ils s'arrêtent plus. C'est sympa pour être gros, c'est euphorisant, c'est cool. Mais sache que tu as des effets secondaires que tu payeras cher ou pas, ça dépend des gens, tu vois, mais c'est un peu la roulette. D'un autre côté, les choses les plus gênantes avec les anabolisants, c'est la dépendance psychologique à ces substances, puisque les hormones sont des stimulants intellectuels et des stimulants physiologiques qui te mettent en forme en permanence, qui t'euphorisent, qui te rendent agressif. Alors, pas tous. Puis alors, ça fait des mecs qui vont passer à l'action. Alors, d'un autre côté, ça rend si ça fait passer à l'action, un mec intelligent, ça va, mais ça t'enlève souvent ta perception du danger, donc ça te rend un peu con, tu vois aussi. Donc, ça te fait agir. Alors, pour les gens qui n'arrivent pas à agir, c'est bien, mais le problème, c'est que ça peut te faire agir sur t'emmener dans des situations catastrophiques. Donc, c'est comme tout, mais le problème, c'est quand t'arrêtes, c'est les couilles molles et la dépression. Tu vois, les mecs vont jusqu'à se suicider. Alors, c'est pas les effets en eux-mêmes sur la santé, parce qu'il faut vraiment se charger à fond de stéroïdes, on va dire, pour avoir des gros problèmes. Tu sais qu'aujourd'hui, ils commencent de plus en plus jeunes. Hein. Il y a eu une vidéo qui a fait beaucoup de vues. Je crois que c'est sur la chaîne de Rob Transformer, où c'est un jeune de 16 ans, je crois, qui commençait à se prendre beaucoup de produits. Est-ce que tu penses pas que ça enlève aussi ce côté... Je dirais, nous, on faisait la musculation peut-être pour autre chose, avec d'autres buts. Oh bah les gens ont toujours fait de la musculation pour essayer de s'affirmer. Alors les Américains, c'est un peu différent parce que c'est l'argent qui compte pour survivre, puisque tu n'as pas d'assistance d'État. Donc on voit souvent en Amérique, c'est pas tout à fait la même mentalité. Les mecs vont prendre vont se charger moins pour une histoire d'ego plus que pour une histoire de monnaie. C'est-à-dire que je suis musclé, fais comme moi, je me dors plus, je m'entraîne, je business à fond. Regarde, donc c'est pas tout à fait la même mentalité américaine quand on charge un champion américain. C'est un mec qui va prendre le bodybuilding comme un business, tu vois. En France, comme disait Gundil, qui a souvent raison, le mec qui fait du bodybuilding, souvent c'est un complexé à petite bite ou un complexé social qui essaye de s'affirmer par le bodybuilding. Alors on voit ça changer, on voit maintenant des mecs qui essayent d'utiliser le bodybuilding pour s'en sortir. Mais c'est assez variable. Après, il y a des mecs qui cherchent parce que c'est des compétitions, et puis le fait de gagner une compétition te permet de pouvoir ouvrir un club, d'avoir une renommée, tout ça. Bon, après, je pense que le Covid-19 va bien élaguer tout ça, là. On va voir les salles tomber, on va voir le milieu qui va se purifier un peu, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, les stéroïdes en eux-mêmes, l'hormone de croissance, tout ça, ce sont des choses qui te construisent d'une façon artificielle. Tout est un peu artificiel d'ailleurs, hein. Mais on entend des gens qui disent oui, moi je prends des stéroïdes, mais c'est que l'entraînement qui compte. Non, c'est avant tout les stéroïdes et après l'entraînement. Et c'est la façon de résister aux stéroïdes. Après, si tu t'entraînes minablement, c'est sûr que tu ne seras pas champion, tu vois. Mais si tu ne prends pas de stéroïdes, tu ne seras pas non plus. Tu comprends ? Parce que tu as fait une vidéo très intéressante justement sur la testostérone. En fait, où tu expliques que l'humain est très bien fait, très bien conçu, puisque au plus tu vieillis, au plus tu vas avoir une baisse de production de testostérone, et au plus tu vas t'assagir. Voilà. Le fait d'avoir une baisse de testostérone fait qu'à un certain moment, entre deux âges, les hommes entre deux âges, c'est-à-dire moi, toi, on maintient une force importante, mais on a une baisse de testostérone qui fait qu'on a les mamelons qui sont un peu grassouillés, mais pas beaucoup, mais un peu plus gras. On garde une force importante et on a moins d'impulsivité, ce qui fait qu'on est capable d'agir d'une façon froide et forte en même temps. Tu vois, ce que le jeune n'est pas capable de faire. Donc, pour le combat, c'est pire. C'est-à-dire que on a la force, mais pour le combat, le vrai, je parle pas du ring. Mais en même temps, on est froid. Tu sais, c'est le côté froid du vieux soldat qui mène les troupes au combat. On n'a pas cette impulsivité qui fait monter en tension tout de suite au combat. On a justement cette période de grâce où on est entre les deux. C'est-à-dire assez de testo
pour avoir de l'énergie, mais juste ce qu'il faut d'impulsion pour agir et pas faire de conneries. Tu vois, c'est un moment de grâce qui, selon les individus, et si on l'entretient, peut rester entre 1 an et 10, 20 ans peut-être, tu vois, 15 ans je dirais. Tu vois. Est-ce que tu as étudié justement l'andropause chez les hommes? On parle beaucoup de ménopause chez les femmes. Quels sont pour toi les signes aussi de l'andropause? Quelle est pour toi ta vision philosophique de l'andropause chez l'homme? Ah bah, l'andropause, c'est un bon moment. Hein. C'est là où on voit les sages apparaître. Et c'est un leader, c'est un mec qui a une andropause. Tu vois. Ok. Un vrai leader, c'est un mec qui a une andropause. C'est un mec qui a, à partir de 45, 50 ans, tu vois, et qui monte Donc, après. Macron n'est pas un vrai leader alors. Bah, Macron, c'est un banquier qui a été mis là parce qu'il était jeune et dynamique. Donc tout sauf un leader. Trump est un leader. Orban est un leader. Poutine est un leader. Le président chinois est un leader. Ce sont des mecs qui ont fait des montées, qui ont été des jeunes parfois un peu fous, parfois violents, et qui se sont assagis, qui ont compris le monde par leurs expériences, tu vois. Le jeune est dynamique, c'est sympa, mais bon, ça reste une anecdote et ça n'apportera rien forcément de bon, tu vois. Puis, je sais plus, j'entendais un truc, qui est-ce qui disait ça? C'était dans l'Ecclésiaste, un gouvernement, un peuple gouverné par un jeune roi, et, oh, je me souviens plus, et, ah, ça revenait à ce que je te disais, tu vois. C'est connu depuis, comme je dis tout le temps, Mathieu Salem ou Mérobe, voilà. Ok. Ok. Voilà. Quelle vision tu as là de l'avenir, je dirais à plus ou moins court terme? Il sera radieux. Tu es plutôt Après, optimiste. ah bah, après l'orage et après les morts, ça va repartir, c'est toujours comme ça. Après la peste bubonique ou la peste noire, c'est reparti de plus belle. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y aura, comme beaucoup le souhaitent, un éveil de conscience, une prise de conscience en tout On cas? a une prise de conscience déjà. Quand tu t'aperçois qu'on n'a plus de pollution, hein, plus de pollution particulière quasiment, euh, c'est quand même formidable. Puis ça va, quand on s'aperçoit que moi j'étais le premier à l'indiquer, que ce virus avait comme cofacteur d'explosion de l'épidémie la pollution particulière, on peut se poser des questions sur notre mode de vie. Alors, Et il y a une c'est comme, punchline c'est comme tous ces voyages. Hein. Est-ce que c'est bien intéressant de faire des voyages à l'autre bout du monde dans des aires géographiques qui ne sont pas forcément les nôtres, avec des aires bactériennes et virales qui ne sont pas les nôtres, pour importer des merdes chez nous? Tu vois, c'est pas forcément utile. On va avoir des pandémies, on en aura tout le temps. Mais avant, ça se transmettait plus lentement, mais on n'avait pas ces moyens de réaction qui sont donnés par d'abord notre technologie, notre science et nos réseaux sociaux. Mais on s'aperçoit que ces voyages touristiques, cette économie des loisirs, est une folie. Je ne parle pas de la technologie, je veux dire, avant Internet, c'est génial. Communiquer comme je fais avec toi, c'est génial. Apprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est génial. Communiquer avec, j'étais avec Jamo là, qui se trouve à l'autre bout qui se trouve aux États-Unis, c'est génial. Mais j'ai pas besoin d'aller voir Jamo en, en Airbus ou en Boeing, tu vois, pour parler avec lui. Tu parlais des particules fines, donc tu as fait une vidéo là-dessus. Moi, dans I2, j'avais une punchline qui disait on peut choisir ce que l'on mange, mais on ne choisit pas ce que l'on respire. Donc pour toi, cette problématique vraiment de c'est la particule, les gens voient pas, mais c'est le plus grand nombre de morts dans le monde. En Europe, j'avais les chiffres, tu vois, c'était une très bonne émission. Ils ont attaqué ils avaient attaqué d'une façon injuste Peugeot. Peugeot qui était le premier pour antiparticules. Et c'est 400 000 morts en Europe par an. Hein, les particules. Tu m'as appris, un peu moins, ça doit être 300, 350 parce qu'il y a le comment ça s'appelle, le dioxyde d'azote. Alors, le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, ça fait des tachycardies, des problèmes, mais on n'est pas au niveau des particules, si tu veux. C'est un peu moins, et puis le gaz, il va se diluer, la particule, sur les axes où il y a des gens qui habitent à côté. C'est-à-dire que tu tues des gens. Tous les gens qui habitent près des axes à particules vont mourir. Ah oui. Oh, mais c'est pas... le Covid-19 fait moins de morts. Particules fines, Europe, allez, minimum 300 000 morts par an.
Et la France, minimum 30 000. On n'est pas à 30 000 morts encore au Covid-19. Hein. Ouais. T'imagines? C'est les morts. Ouais. Tu sais, je citais un chiffre tout à l'heure sur Patreon. J'avais fait un article sur le nombre de morts, justement. On parle toujours du nombre de morts de Covid-19. Il faut savoir qu'en France, en 2019, il y a eu 612 000 décès. 612 000 décès. 25% du cancer, des maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires. Ça fait 1676 morts par jour. Tu vois? Donc, en fait, quand on replace tout ça dans le contexte, en fait, on nous fait vraiment peur aujourd'hui avec le coronavirus. Je ne dis pas que c'est pas dangereux, mais est-ce que tu es d'accord là-dessus? Oui, on exagère un peu parce qu'on n'a pas de recul. Mais ils ont raison. On a tous nos vieux qui meurent dans les EHPAD. Donc, c'est une prise de conscience pour sauver les anciens. Alors, tu sais qu'en France, et je pense que tu as suivi ça, cette polémique du professeur Raoult, quand même, on a un des plus imminents, en fait, professeurs dans la matière, donc pour combattre les virus au monde, hein, et en fait on met en doute sa parole. Là, les dernières informations qu'on a eues de la Timone, tu sais que là, en ce moment, j'habite près de Marseille, donc c'est près de chez moi. Donc hier soir, vendredi, donc on est le 27, vendredi 27 mars, un des professeurs donc, de l'équipe du professeur Raoult a dit qu'ils avaient traité 701 cas. Sur les 701 cas, il y avait juste un décès, et un décès qui n'était pas dû essentiellement au coronavirus. Donc là, on est en train, en fait, de mettre en doute un protocole qui fonctionne, et on confine toute la population, et on interdit d'utiliser ce protocole. C'est pas qu'on interdit d'utiliser ce protocole, c'est que visiblement le protocole marche. Mais il ne marche pas pour guérir du coronavirus. Puisque les gens qui meurent du coronavirus, ils ne meurent pas de l'effet direct du coronavirus, ils meurent du choc immunitaire, qui est une réaction immunitaire, qui fait qu'ils ont un emballement du système immunitaire et une inflammation des poumons. Et ça ne touche pas tout le monde. Visiblement, la petite gamine de 16 ans qui est morte là-dessus, qui a suffoqué, a dû mourir de cet emballement du système immunitaire, qui peut toucher des jeunes, mais c'est plus rare, et qui touche plutôt des vieux, parce qu'à chaque fois, plus on vieillit, plus on se dégrade, c'est bien connu. Hein. Et tu trouves pas que c'est en fait bizarre qu'un gouvernement en fait n'utilise pas... Non, mais il utilise pas le protocole, il n'utilise pas la chloroquine pour des raisons qui sont des raisons de logistique, qui sont des raisons stupides. C'est que déjà, avant, on fabriquait de la chloroquine pour les colons. On était un pays colonisateur. Hein. Alors, c'est les Africains qui m'écoutent. Mais je suis globalement, tu sais que je suis à 50% écouté par des Maghrébins et des Africains et à 50% par un mixte de mecs d'extrême droite, de gauchistes. Je draine tout. Hein. Plutôt des mecs qui s'ouvrent, qui s'intéressent à tout, aux différences. Ils aiment bien comprendre les différences. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une seule usine qui restait pas loin de Lyon, je crois, et qui visiblement ne marchait pas très bien, qui était sous-traitée par Sanofi, qui était en redressement judiciaire. J'étais un des premiers à l'indiquer sur mon site bien avant que ça passe aux informations. Et cette usine n'a pas la capacité de fournir le traitement à tout le monde. De plus, les matières premières pour faire la chloroquine, on ne sait pas d'où ça vient. Ça se trouve, ça vient de Chine. Tu comprends? Et si d'un seul coup, le gouvernement avait dit chloroquine pour tous, ben ouais, mais où? Tu comprends? Surtout que la chloroquine, comme elle était comme ils sont aperçus que ça marchait, il y a peut-être un scandale sous-jacent qui serait un scandale de gros sous, pas celui qu'on croit, c'est qu'ils l'ont peut-être revendu au plus offrant, au Maroc ou ailleurs, pour sauver l'usine. Et Sanofi s'est dit, on va la revendre, je vous la prends, je la revends, on ne sait pas, tu vois ce qu'il y a derrière, et puis vous allez nous en produire. Sauf que l'usine n'a pas cette capacité de production avant 2 ou 3 semaines. Donc on fait attendre les gens en disant oui, on va faire des tests, alors qu'il n'y a pas de tests à avoir. On sait très bien que depuis 1949, c'est un produit qui est pas très dangereux, on va dire. Même avec les doses qu'ils prennent, les risques sont quand même limités. Et ce qui se passe, c'est qu'en vérité, on est confronté au fait qu'il n'y a plus de fabricants, il n'y en a qu'un, et que visiblement, tout le reste a dû être sous-traité par la Chine, qui doit fabriquer de la chloroquine la Chine nous est passée devant,
et c'est elle qui doit produire les dérivés de chloroquine, les matières premières pour l'Afrique, pour les pays qui doivent produire. Et nous, on ne produisait plus, on préférait acheter ailleurs, on n'avait qu'une usine. Donc, c'est sympa de dire ça, mais comment tu veux produire quand tu peux pas? Et puis les autres, ils sont pas prêteurs. Les autres, ils vont penser à leur gueule avant la tienne, puisque eux, ils ont le Covid-19 sur la gueule comme toi. Donc ils vont dire, ok. Donc le gouvernement est dans la merde, ils ont dû repasser les trucs, comme ils avaient passé les masques, tu vois. La Chine, et c'était les premiers producteurs de masques, nous en filent plus parce qu'en réalité, ils les ont utilisés. Donc on est dans la merde, on n'a plus de masques. Alors en Hongrie, ils ont des masques. Mes potes ont des masques, ils ont les masques, machin. Mon pote, là, il était aux urgences, il m'a envoyé ses photos aux urgences avec les masques spéciaux, la combinaison et tout, quand ils vont chercher les vieux. Alors nous, chez nous, ça va, quand les mecs sont atteints du Covid-19, ça part vite parce qu'ils ont souvent des mecs trop gros, tu vois, des gras, qui mangent beaucoup. Alors comme le Hongrois, il est souvent en surpoids, quand tu as une atteinte pulmonaire, t'imagines bien que c'est de la mécanique de base, quand tu as les poumons qui ne fonctionnent plus et qu'il faut oxygéner un gros corps, bah ton gros corps, il prend tout l'oxygène qui aurait dû aller au cerveau. Et à ce moment-là, tu as le cerveau qui commence à partir en couille, et à ce moment-là, tout s'arrête. Donc, plus tu es gros et balèze, en gras ou en muscle, plus tu risques d'y passer quand tu as une inflammation pulmonaire. Tu vois, c'est terrible à dire, mais c'est de la mécanique de base. Tu vois, moi, je ne suis pas un scientifique, moi, je suis un mec pragmatique. Hein. Qui a un poumon, c'est mon métier quand même d'étudier l'anatomie, le système pulmonaire et tout. Donc, tu es un mec pragmatique, tu es un mec très volubile. J'avais averti en début d'entretien. L'heure, voilà, on est arrivé au bout de l'heure de cet entretien. J'essaye de faire des entrevues. Et je te laisse pas parler, mais excuse. Hein. Je savais, je l'ai dit au début. Je t'ai dit tais-toi, je voulais au moins parler un petit peu pour présenter tes livres, puis dire voilà au public qui nous écoute que je t'apprécie beaucoup. Voilà, ne change pas mon Fred. Ah oui, alors les livres, alors moi j'ai dit les livres de Gilles sont super. Parce que les livres de Gilles, alors moi je dis à mes potes qui vont écouter ça, parce que je te fais la pub, parce que j'aime bien, t'as plein de fans, la mère de mon ex-copine, à un moment là, déjà rencontrée, était fan de toi, je veux le voir. Et Gilles a la particularité d'être quelqu'un qui met les doigts sur les problèmes de la société, de l'agroalimentaire particulièrement, hein, de la façon de vivre, de notre façon de consommer, mais sans culpabiliser les gens. Il dit pas arrête la viande. Il dit la viande, la consommation de viande et le système de production de viande est quelque chose qui a dégénéré, c'est pas la viande en elle-même, c'est la façon dont nous la produisons, la façon dont nous mangeons. Nous ne respectons plus les animaux, nous mangeons des choses qui n'ont même plus de valeur, tu vois, c'est horrible comme les animaux sont, pas tous, hein, mais sont donc, et surtout tout ce qui est nutrition, il fait une très bonne étude, mais qui n'est pas là pour culpabiliser les gens, qui est là pour montrer, vous voyez, il y a des excès là, là et là. Il ne dit pas aux gens, arrête de manger de la viande, toi t'en manges pas trop, je sais, t'es au poulet un peu des fois, mais tu manges très peu de viande, t'as réduit par moralité, on va dire, ce qui est normal, ça sert à rien de consommer 10 steaks par jour. C'est plus psychologique avec toutes les enquêtes, si tu veux, que j'ai fait dans les élevages, je mange plus de mammifères, je peux plus, quoi, les cochons, les bœufs, j'ai vu les vaches, comment elles étaient traitées, voilà, mais c'est plus, voilà, de façon... Voilà, c'est plus psychologique. Quoi. Voilà. Moi, par exemple, en France, je ne mange pas de porc. Pourquoi? Parce que la façon dont est élevé le porc en France est pour moi immoral. Tu vois? Alors qu'en Hongrie, je mange du porc. Parce que je connais les Hongrois. Mon pote est vétérinaire. J'allais avec lui dans les fermes, j'allais avec lui dans les villages. Je sais que les Hongrois, c'est des paysans, ils aiment leurs animaux. Donc, ils ne vont pas faire souffrir un animal. L'animal est là pour être mangé, mais... ils mangent quelque chose qu'ils aiment et qu'ils respectent, un peu comme les Indiens, tu vois. Moi, je me souviens de faire des dîners avec des paysans, ils étaient allés me montrer leur pintade, qu'ils élevaient, regarde, oh, elle est belle, puis la caresse, et puis là... Et puis après, on allait, puis on avait dans l'assiette les petites sœurs, quoi. Tu étais là, tu dis, oh, c'est les petites sœurs. Oui, mais ils l'aimaient, ils la frappaient pas, elles étaient dans de bonnes conditions, tu vois. Le Hongrois aime ces animaux. Dans leurs conditions naturelles, voilà... un élevage comme dans l'ancien temps. Comme à l'ancien temps, tu vois. Produisait effectivement ce qu'on allait manger dans l'assiette, mais ils respectaient en fait les animaux, voilà. Les faisant vivre dans leur... Voilà, tu respectes ces animaux qui ont offert, on leur a forcé un peu, leur vie, si tu veux, pour toi. Donc tu as montré ton côté sensible. Merci pour tes compliments, mon cher Fred. Donc ces livres sont super bien. Voilà. Si vous ne savez pas, donc vous pouvez le télécharger en PDF. Alors les amis, si vous le téléchargez en PDF et si vous le lisez,
Faites-moi plaisir de l'acheter lorsqu'il sera de nouveau disponible en version augmentée. Ouais, mais vous pouvez aussi le télécharger si vous n'avez pas d'argent gratuitement Ouais. sur mon site, c'est l'éveil des consciences en un seulement.com. Allez le télécharger gratos, hein, je vous l'offre en cette période de confinement. Et après, achetez-le. Achetez-le, les Oui. amis, parce que ça fait vivre notre ami Fred et on se régale avec ses. Bah, ça me fait surtout continuer à travailler et à réfléchir. Si tu veux, si je donne uniquement, je vais finir par mourir. Donc, la vie est un échange. Quoi? C'est dur avec toi. Non, non, mais je force personne. Continue à nous faire tes petites vidéos. Il fallait que je le place. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Ben, salut, tu coupes. Merci. Bon, ben, moi, je dis au revoir à tous. Salut. Puis, merci Gilles. Ouais, à la prochaine. Et moi, j'éteins la mienne ici. Et hop.